gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, a réalisé une inspection sur le terrain pour l'observation de la circulation à sens unique et alterné. Un plan pour résoudre le problème d'embouteillage à Kinshasa. Les détails dans cette grande édition. Et la sécurité à Kinshasa reste l'un des défis majeurs à relever et une rencontre à l'inspection provinciale de la police avec le chef de quartier, chef des rues et les chefs de la police. Vous aurez de plus amples détails dans ce même journal. Merci à vous d'être connectés. Il est 19h, c'est l'heure de vous informer et bienvenue dans cette grande édition du journal télévisé. Bonsoir. Commençons ce journal dans l'actualité de ce mardi, faisant un point sur la circulation à Kinshasa. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a réalisé ce mardi une inspection sur le terrain pour observer directement les mesures de circulation à sens unique et alterné mises en place pour remédier aux problèmes d'embouteillage dans la ville. Dans sa suite, Damani Mujinga et Giscard Tamba. Des mesures ont été prises dimanche dernier sous l'autorité du gouvernement central et avec l'aide du gouverneur de Kinshasa et de la police nationale pour fluidifier la circulation routière face aux embouteillages quotidiens. Dans cette optique, le gouverneur Daniel Bumba s'est rendu sur le terrain le 29 octobre 2024 pour évaluer l'efficacité de la circulation alternée. Dans sa ronde, il a notamment emprunté la 4e bande du boulevard du 30 juin, réservée à sens unique de 5h à 10h, allant de Kitambo Magasin jusqu'à la place de la gare centrale. Le de cette méthode ici, là pour rencontrer ce soulagement c'est-à-dire que vous allez pour les policiers, vous allez augmenter, mais également la route alternée. C'est-à-dire que le chef va attention sur le c'est d'abord de mon chibati, le droit de la ville me reprend les matins de l'État révélé, de Matika Rafou et Amadou. Donc, la sensibilisation est continuée, tu vas continuer ça là. En fin de journée, à partir de 15h, la circulation sur cette bande sera inversée pour faciliter le retour massif de la population. Les 3 autres bandes resteront réservées à la circulation normale. Et déjà, dans 2 jours, on va aussi ajouter du côté du côté est. Et donc, dans la première phase de gare centrale, ici, apparemment, on va te faire observer les bandes des ADD pour la ville. Là, pourquoi les bandes des ADD pour la romantisation apparemment. Et donc, tout ça en avait pour côté de la chambre de côté rapide. Donc, à la mesure, nous allons mettre en place et résoudre les solutions structurelles et les améliorations voirie. Comme j'ai dit ici tantôt, régulation à la ça à moment-là. Cette mesure, qui est encore dans sa phase d'expérimentation, sera également appliquée sur plusieurs itinéraires de la capitale pendant les heures de pointe afin de désengorger la circulation routière. À propos du même sujet, revenons sur la réunion tenue la veille entre le vice-ministre de Transport, le ministre provincial de Transport et les autorités de la police congolaise. Au cours de cette rencontre, plusieurs dispositifs correctifs ont été mis en place, notamment le prolongement à sens unique de 2 voies venant de Ngouma jusqu'au carrefour de Kitambo Magasin. Patience Lokeke nous en dit plus. Une réunion interministérielle sur l'évaluation des effets du dispositif à titre expérimental et des simulations mises en œuvre pour décongestionner le trafic routier dans la ville de Kinshasa a eu lieu ce lundi 28 octobre. On croit le ministre provincial de Transport, ces aménagements ont été accueillis favorablement par les usagers selon une enquête réalisée auprès des automobilistes. Au sortir de cette réunion, nous avons constaté qu'il y a eu une demande forte de la population. Ils nous ont demandé de continuer cette phase que nous avons commencée et nous allons encore continuer demain. Ici, vous voyez, je suis entouré du général de la 14e région militaire, le commissaire de la ville de Kinshasa, et avec eux, demain, nous serons encore sur place pour tester encore cette phase expérimentale que nous sommes en train de faire pour désengorger
la ville-province de Kinshasa. Valère Fumukani, directeur technique de la Commission nationale de prévention routière, qui a pris part à la réunion, a fait savoir après étude que de nouveaux ajustements sont nécessaires pour optimiser la fluidité de la circulation. Par rapport à l'évaluation que nous avons de faire, nous avons amené quelques corrections. Jusqu'aujourd'hui, nous avions dit que nous allions nous limiter au niveau de l'entrée Montfléry. L'évaluation nous a apporté une petite correction par rapport à ce que nous avons constaté sur le terrain. Nous disons que nous allons maintenant remonter avec les 2 voies qui nous viennent de Ngouma jusqu'au niveau du robot à Kitambo Magasin. Mais nous gardons toujours la circulation sur l'avenue Mondjuba, de la manière que nous avons dit, les 3 bandes habituelles plus une bande alternée le matin au sens Kitambo Magasin vers la gare centrale. Et nous disons que le soir, nous allons maintenant renverser la circulation. Mais sur l'avenue Tourisme, nous continuons toujours à garder la même mesure que nous avions annoncée. Le matin, la circulation sera de 5 heures jusqu'à 10 heures vers Kitambo Magasin. Et le soir, à partir de 15 heures, ça sera l'inverse de Kitambo Magasin vers le pont Mimosa. Ce dispositif expérimental sera reconduit le mardi 29 octobre 2024 et se poursuivra aussi nécessaire que possible jusqu'à ce qu'une solution satisfaisante et concluante soit trouvée. Changement de sujet, abordons maintenant une problématique de santé publique lors de la conférence dédiée à la sensibilisation des avocates sur le cancer de sein tenue le 29 octobre à la salle polyvalente de la Commission nationale des droits de l'homme. Le ministre de la Santé, le docteur Samuel Roger-Kamba, a souligné que les maladies non transmissibles dont le cancer sont en forte hausse en République démocratique du Congo, causant de plus en plus de décès, d'où la décision du gouvernement d'inclure les soins et traitements gratuits dans le 2e package de la couverture santé universelle. Rachel Musenga pour plus de précisions. Le 29 octobre, la salle polyvalente de la Commission nationale des droits de l'homme a servi de cadre à une conférence dédiée à la sensibilisation des avocats sur les cancers du sein. Cet événement a rassemblé des professionnels du droit autour de 3 thématiques cruciales. L'autopalpation comme outil de dépistage précoce, l'optimisation de la prise en charge post-opératoire et les droits à la santé, avec une attention particulière portée à l'accès des femmes à des soins holistiques. Le ministre de la Santé, le docteur Roger Kamba, a au cours de son intervention souligné la nécessité d'un changement de paradigme face à la montée de maladies non transmissibles dont le cancer fait partie intégrante. Donc s'il y avait un premier conseil que je donnerais aux mamans, c'est vraiment le dépistage précoce et je pense qu'on l'a expliqué ici de manière très très claire parce que cela vous éviterait peut-être des traitements très lourds, la chimiothérapie, l'hormonothérapie et toutes ces choses-là. On a un soupçon. Le ministre a également insisté sur l'importance de la sensibilisation et du dépistage précoce pour lutter efficacement contre le cancer. Donc s'il y avait un premier conseil que je donnerais aux mamans, c'est vraiment le dépistage précoce et je pense qu'on l'a expliqué ici de manière très très claire parce que cela vous éviterait peut-être des traitements très lourds, la chimiothérapie, l'hormonothérapie et toutes ces choses-là. En évoquant les défis auxquels le gouvernement fait face, le Dr Kamba a souligné les besoins cruciaux de développer l'offre de soins et d'améliorer l'accessibilité au traitement. Il a mentionné le Fonds de solidarité parmi d'autres initiatives comme un moyen de répondre à ces enjeux. Aussi a-t-il réaffirmé l'engagement de son ministère à intégrer les cancers dans la couverture santé universelle conformément aux directives du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Cette conférence s'inscrivait dans une démarche continue de sensibilisation et de prévention visant à réduire l'impact du cancer du sein et à promouvoir le droit à la santé pour toutes. Sur un autre front, pour renforcer la sécurité à Kinshasa, une rencontre a eu lieu ce mardi 29 octobre à l'inspection provinciale de la police de Kinshasa. Celle-ci a réuni la coordination provinciale de chefs de quartier et des rues de Kinshasa, ainsi que le chef de la police de la ville-province de Kinshasa. Les 2 parties ont pris l'engagement de renforcer leur collaboration pour améliorer la sécurité dans la capitale congolaise. Suivez.
Dans leur tenue officielle kaki, les officiers de quartier, conscients des défis sécuritaires croissants, ont exprimé leur soutien au chef de la police, soulignant les efforts louables déployés pour assurer la sécurité des Kinois. Nous devons tous fournir des efforts pour réussir la protection des habitants et dans le prochain jour, vous serez agréablement surpris par les résultats, a déclaré Jean-Paul Mosengo-Ker, coordonnateur de chefs de quartier et des rues de Kinshasa. Général à tout ça là, de quoi côté. On ensemble tout ça libal. Oyo, donc ça nous ça est tout sungaye, tout sungavi, tout sunga chef de l'État pour que Kimia bobo tout monde que ça na Kinshasa. Les commissaires divisionnaires adjoints Blaise Kilimbalimba, reconnaissant l'importance des chefs de quartier en tant que premier partenaire de renseignement, a donné des orientations claires pour les opérations à venir. Il a encouragé les responsables locaux à accentuer leurs efforts pour dénoncer les suspects dans leurs quartiers respectifs afin de contribuer à restaurer le calme dans la ville. Avec l'insécurité grandissante à Kinshasa, la police privilégie désormais une approche multifacette pour combattre ces fléaux, mais le chemin reste semé d'embûches. La mobilisation de tous est essentielle pour relever ces défis. Les violences de groupes armés locaux et étrangers ont laissé place aux constructions des écoles et aux églises en cette période de l'état de siège. Sous le commandement du lieutenant-général Luboya Kanchama Johnny, les forces armées ont imposé la paix dans ce coin de l'Ituri. L'évêque catholique du diocèse de Bunia, Dieudonné Uringi, a présidé la cérémonie de la pose de la première pierre de construction d'un presbytère catholique en territoire d'Irumu, presse militaire de l'Ituri. Irumu Centre renaît de plus en plus de son centre après une période de turbulence qu'a connue la province de l'Ituri. La paix imposée par l'administration militaire de l'Ituri sous le commandement du lieutenant-général Luboya Kanchama Johnny à cette période de l'état de siège intensifie les activités de la région. D'ici quelques matins, un presbytère catholique sera érigé en secteur du Irumu Centre. La cérémonie de la pose de la première pierre de construction de cet édifice a eu lieu le samedi dernier. C'est l'évêque catholique du diocèse de Bunia, Monseigneur Dieudonné Uringi Uchi, qui a dit une messe de bénédiction à cette fin, occasion pour les prélats catholiques de féliciter le chrétien pour cette initiative. Qu'est-ce qui vous a empêché d'entamer cette construction depuis longtemps? Je vous invite à bien protéger cette maison de prêtre. N'acceptez pas sa destruction. Cette œuvre de Dieu est totalement financée par la fondation Saïd Chichombo pour le développement. Son président national, l'honorable Saïd Chichombo, parle de la motivation de son geste. Nous sommes venus accompagner l'œuvre de Dieu par la construction de cet édifice que bientôt, aujourd'hui, nous venons de poser la première pierre et prochainement, ça sera peut-être l'inauguration et j'en passe. Pour l'administrateur militaire du territoire du Irumu, le colonel Siro Simba, l'érection de ces bâtiments confirme davantage les retours de la paix dans cette partie de l'Ituri. Je reste reconnaissant au gouverneur militaire de la province, le lieutenant-général Luboya Kanchama Johnny, pour la matérialisation de cette vision pour que la paix soit effective et la promotion du développement harmonieux de sa province en se battant toujours jour et nuit de restaurer l'autorité de l'État. Au même moment, l'évêque catholique du diocèse de Bunia a échangé avec l'administrateur du territoire du Irumu à toile de fond, consolider les acquis de paix et le développement du territoire du Irumu en pleine stabilisation. Passons à présent à la page info avec Jojo Moulamba. Et l'info éco est consacrée aujourd'hui au développement de la conjoncture économique de la République démocratique du Congo et les perspectives ainsi que les facteurs explicatifs de la croissance intérieure et facteurs de risque et surtout les recommandations. Bonsoir à vous Jojo Moulamba. Bonsoir Maryse Boléry. Alors commençons avec la croissance économique qui doit demeurer résiliente et il est attendu un taux de 5,4%.
Oui, Maris Bolelli, pour ce qui est de la croissance économique, il faut tout d'abord retenir que au cours de la dernière semaine de ces mois d'octobre, la conjoncture économique du pays a été marquée par le ralentissement du rythme de formation des prix et une appréciation de la monnaie nationale sur les segments parallèles du marché de change. Et au plan intérieur, la croissance économique devrait demeurer résiliente. En effet, il est attendu à un taux de croissance de 5,3% en 2024 et à une croissance qui est foncièrement tirée par le secteur minier. Et sur le marché de biens et services, le taux d'inflation hebdomadaire s'est établi à 0,11% contre 0,13% la semaine précédente, portant les cumuls à 10,26% à la période correspondante de 2023. L'inflation s'est située à 18,67%. On pouvait voir dans les images qui est sur les écrans. En glissement annuel, les taux d'inflation s'est situé à 14,98% au cours de la dernière semaine du mois d'octobre, alors que la prévision annuelle reste à 11,3% à fin décembre 2023. Mais toutefois, il faut souligner que ces ralentissements est reflété notamment par l'évolution de l'indice de la fonction de consommation, produits alimentaires et boissons non alcoolisés, et ce qui est soutenu notamment par la décision du gouvernement de baisser le prix du carburant à la pompe afin d'améliorer le pouvoir d'achat de plus vulnérables. Voilà, parlons mine à présent. Alors que le cobalt a affiché une tendance haussière, nous avons le cuivre et le pétrole qui ont enregistré de baisse sur le marché international. Oui, comme vous venez de les dire, le bon comportement de cours de certains produits exportés par la RDC et les ralentissements de l'inflation mondiale sont là le facteur explicatif de l'évolution de la conjoncture économique intérieure de la République démocratique du Congo. Et il faut souligner que le cours mondial de produits intéressant l'économie congolaise ont évolué de manière différente au cours de la semaine sous examen. Alors, prenons le baril du pétrole qui s'est situé à 74,47 $ américains au 29 octobre 2024 et c'est en enregistrant une baisse hebdomadaire de 5,9% sur fond de diminution de crainte d'une riposte israélienne contre les infrastructures pétrolières iraniennes. Alors, pour ce qui est du cuivre, le prix du métal jaune s'est établi à 9420 $ américains la tonne, soit une baisse de 2,44% par rapport au 10 octobre 2024 dernier. Alors comparativement à fin octobre 2023, le prix du cuivre a augmenté de 12,69%. Alors, la tonne du cobalt, le cobalt, comme nous savons tous, est un des produits des minéraux stratégiques exportés par la République démocratique du Congo. La tonne de ces produits s'est négociée à 24 300 $ américains la tonne, ça a une augmentation hebdomadaire de 0,20% et une baisse de 26,89% par rapport à fin décembre 2023. À part les produits miniers, il y a aussi des produits alimentaires. Nous avons le cours du riz, du blé et du maïs qui se sont inscrits en baisse respectivement de 0,13%, 16,70%, 2,91%, et ce qui fait que ces produits se situent à 331,02% pour le riz, à 185,27 $ américains pour le bleu et pour le blé, et 149,96 $ américains la tonne pour le maïs. Alors, dites-nous quels sont les facteurs de risque de la croissance. Oui, le facteur de risque de la croissance sont situés au niveau externe et au niveau interne. Au niveau externe, nous pouvons relever la hausse de prix de l'énergie sur le marché mondial avec l'extension du conflit du Moyen-Orient et le perspective de croissance à moyen terme faible et d'endettement
élevé. Sur le plan interne, nous pouvons évoquer la pression sur le marché de biens et services et sur celui d'échange à l'approche de festivités de fin d'année. Il y a aussi les conséquences du rationnement par le pétrolier de l'offre de carburant à la pompe à la suite du réajustement à la baisse de prix à la pompe, mais il y a aussi l'escalade de tensions dans la partie est du pays avec pour conséquence la perturbation de chaînes d'approvisionnement en produits de grande consommation. Donc voilà là, le facteur de risque de la conjoncture économique. Et y a-t-il de stratégies pour éviter tous ces risques-là? Oui, il y a la Banque centrale du Congo qui a formulé plusieurs recommandations. Nous pouvons noter le maintien de l'orientation restrictive actuelle de politique conjoncturelle jusqu'à la fin de l'année afin de contenir toutes les pressions inflationnistes. Il y a aussi la poursuite de la coordination de politique monétaire et budgétaire afin d'éviter tout déséquilibre qui pourrait compromettre la stabilité observée, la stabilité du cadre macroéconomique. Mais il y a aussi une autre recommandation, c'est la poursuite des efforts fournis dans l'amélioration de la mobilisation des ressources domestiques afin de financer les dépenses d'investissement. Une autre recommandation, c'est la prise de mesures pour favoriser l'augmentation de l'offre de produits de grande consommation à l'approche des festivités de fin d'année. Une dernière recommandation de la Banque centrale du Congo, c'est l'accélération des réformes structurelles pour améliorer la productivité utile pour favoriser une croissance solide, durable et inclusive. Et inclusive, c'est votre dernier mot. Donc, merci à vous de nous éclairer pour l'économie du pays. Merci beaucoup, Maryse. On se donne rendez-vous pour le mardi prochain. Oui, à très bientôt. Voilà, nous allons poursuivre ce journal en sport. Le Ballon d'Or a été décerné lundi à l'Espagnol Rodri chez les hommes et à sa compatriote Aitana chez les femmes. Et celle-ci réalise ainsi un doublé et poursuit la domination ibérique sur cette récompense depuis 2021, vainqueur de l'Euro 2024 avec l'Espagne. Le milieu de terrain de Manchester City a dévancé le Brésilien du Real Madrid, Vinicius Junior, qui a remporté la Ligue des Champions et un classement scandaleux selon le Real qui a boycotté la cérémonie de remise de trophée, déclenchant la polémique sur cette 68e édition dominée par les Espagnols. Blaise Couzola nous en dit plus. Les Espagnols Rodri et Aitana Bonmati ont été sacrés lundi 28 octobre 2024 au Théâtre du Châtelet à Paris lors de la cérémonie des remises du Ballon d'Or récompensant le meilleur footballeur et la meilleure footballeuse de la saison en l'absence polémique du Real Madrid qui a boycotté l'événement. L'Espagnol Rodri a remporté son premier Ballon d'Or à la surprise générale de voir 3 joueurs du Real Madrid, dont le grand favori brésilien Vinicius Junior. Le milieu de terrain de 28 ans de Manchester City devient le 3e Espagnol à remporter la plus prestigieuse récompense individuelle après Alfredo Di Stefano et Luis Suarez. Vainqueur et meilleur joueur de l'Euro 2024 avec la Rora, champion d'Angleterre avec les Citizens, Rodri est arrivé en béquille sur la scène du Théâtre du Châtelet à Paris car il s'est gravement blessé au genou en début de saison. C'est la première fois depuis les défenseurs italiens Fabio Cannavaro en 2006 qu'un joueur qui n'évolue pas à un poste strictement offensif remporte le trophée. Sa compatriote Aitana Bonmati a de son côté remporté son 2e Ballon d'Or féminin consécutif, illustrant à nouveau la mainmise ibérique sur cette récompense depuis 2021. Plus tôt, le trophée Copa du Maire jeune a été remis à l'Espagnol Lamine Yamal du FC Barcelone, 17 ans, un des artisans du sacre de l'Espagne à l'Euro cet été. Notons que les organisateurs du Ballon d'Or avaient décidé d'innover cette année en gardant secrète jusqu'au bout l'identité du lauréat pour éviter toute fuite dans la presse. Les années précédentes, le vainqueur était mis dans la confidence quelques jours avant la remise du prix. Les Ballons d'Or est attribué après le vote d'un jury de journalistes représentant les 100 premières nations au classement FIFA. Notons que sur le 30 nominés du Ballon d'Or, il n'y a eu qu'un seul joueur africain à la personne d'Ademola Lookman, le Nigérian, alors que l'année dernière, le continent avait aligné 4 joueurs.
La République démocratique du Congo n'a pas été représentée dans cette cérémonie puisqu'elle n'a aligné aucun joueur dans toutes les catégories décernées. Ces ballons d'or 2024 restera forcément dans l'histoire et pas seulement parce que pour la première fois depuis 2004, ni Messi ni Ronaldo ne figuraient pas sur la liste de nominés ou parce que le vainqueur est venu prendre son trophée avec ses béquilles. Ce sera surtout à cause de la polémique déclenchée par le plus grand club de la planète, le Real Madrid, qui a estimé que le prestigieux trophée devait revenir à l'un de ses joueurs, à savoir Vinicius, Bellingham ou Carvajal. C'est avec le sport que nous clôturons la page nationale et nous ouvrons la page internationale. Dans les secteurs économiques, un regard sur la Guinée, deuxième producteur mondial de bauxite. Si ce pays concrétise son ambition de développer une industrie locale de transformation du minerai en alumine, ses revenus devraient augmenter. Selon les données du FMI datant de 2021, les mines représentent plus de 90% des exportations et 21% du PIB du pays. Plus de détails avec Bled Kouzola. La banque américaine Goldman Sachs a revu à la hausse ses prévisions de prix de l'aluminium pour 2025 qui passe de 2540 à 2700 $ la tonne. Cette révision justifiée par une potentielle hausse de la demande chinoise stimulée par les récentes mesures de relance économique peut conforter la Guinée dans ses plans pour développer une industrie locale de transformation de la bauxite. L'impact des récentes mesures de relance économique en Chine se ressentira particulièrement sur le métaux en raison de la part dominante du pays dans la demande mondiale. La demande mondiale d'aluminium augmentera de près de 40% d'ici 2030 et l'industrie devra produire 33,3 millions de tonnes supplémentaires du métal pour répondre à cette croissance de la demande provenant principalement des secteurs de transport, de la construction, de l'emballage et de l'électricité. Il faut noter que les nouvelles prévisions de Goldman Sachs interviennent dans un contexte de hausse de prix sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'aluminium qui s'est échangé récemment autour de 2715 $ la tonne, son plus haut depuis le mois de mai. Le prix de l'alumine, produit issu du raffinage de la bauxite et utilisé pour produire l'aluminium, a augmenté de plus de 20% depuis le début du mois d'octobre 2024. En mars dernier, un projet de construction d'une raffinerie pour la production d'alumine à Boké a été annoncé en partenariat avec la société Alteo. En juin 2024, un accord pour la construction d'une raffinerie de bauxite a été annoncé entre Emirates Global Aluminium et le gouvernement guinéen pour un investissement de 4 milliards de $ destiné à produire 1,2 million de tonnes d'alumine par an. Deuxième producteur mondial de bauxite, la Guinée veut augmenter les revenus tirés de ces secteurs en se positionnant sur les autres maillons de la chaîne de valeur qui comprend également l'alumine et l'aluminium. À l'heure actuelle, une seule raffinerie de bauxite est en service en Guinée, en l'occurrence la raffinerie Friguia de la société russe Rusal. Pour concrétiser ces plans, le pays devra néanmoins relever plusieurs défis, parmi lesquels celui de la disponibilité de l'énergie. Pour rappel, la bauxite guinéenne est pour le moment transformée principalement dans des usines en Chine. La Guinée est le premier fournisseur de la Chine en bauxite. Pendant ce temps, au Nigeria, la raffinerie Dangote s'apprête à atteindre de nouveaux sommets de production pour livrer 650 000 barils par jour de produits pétroliers. Ce volume, qui dépasse les besoins quotidiens du Nigeria, lui permettrait d'exporter une partie de sa production vers d'autres pays comme le Ghana. Suivez. Le Ghana prévoit d'acheter des carburants produits par la méga raffinerie du milliardaire nigérian Aliko Dangote pour réduire ses exportations plus coûteuses en provenance d'Europe, a annoncé le directeur général de l'autorité nationale du pétrole, Mustapha Abdul Hamid. Ce dernier a dit que cela pourrait mettre fin aux importations de carburants en provenance d'Europe, dont la facture s'élève à 400 millions de $ par mois.
Avant de poursuivre en disant que si la raffinerie atteint une capacité de production de 650 000 barils par jour, tout ce volume ne pourra pas être consommé par les Nigérias seulement. Donc, au lieu d'importer comme ils le font actuellement de Rotterdam, il sera beaucoup plus facile pour eux d'importer du Nigeria et de faire baisser leurs prix. Aliko Dangote avait annoncé en juillet dernier que sa raffinerie de pétrole prévoit d'atteindre 80% de sa capacité de production, soit un niveau de 550 000 barils par jour d'ici la fin de l'année en cours. Les analystes s'attendent à ce que l'installation atteigne sa pleine capacité de production au premier trimestre 2025. Dangote Refinery, dont la construction a nécessité un investissement de 20 milliards de dollars, produit du diesel et du carburéacteur depuis son inauguration en janvier 2024 et de l'essence depuis septembre dernier. La révision constitutionnelle est l'un des sujets phares exploités par le journal paru ce mardi 29 octobre 2024 à Kinshasa. Vous l'avez bien compris, c'est l'heure de lire le journal avec Dans mon matin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. L'annonce du chef de l'État concernant la révision de la Constitution faite à Kisangani continue d'alimenter les débats au sein de l'opinion publique. Dans ces colonnes, Forum des As met en avant les préoccupations de l'abbé Donatien Cholet qui avertit que ces projets pourraient déstabiliser un pays déjà fragile. Les évêques, dit-il, exhortent à la réflexion car si cette question n'est pas bien traitée, cela va déstabiliser le pays. Je vais les supplier d'écouter les évêques qui, tous réunis ensemble, ne peuvent vouloir que le bien de ces pays, qu'ils n'écoutent pas ses collaborateurs, qui ne voient pas plus loin que leur ventre, leur famille, leur pouvoir. C'est lui qui assumera la responsabilité de ce qui arrivera du pays, a-t-il souligné. Pour l'épiscopat catholique congolais, toucher à la Constitution serait une initiative périlleuse sur le plan social, sécuritaire et politique. En écho à cette inquiétude, le journal relaie un communiqué du Front commun pour le Congo, FCC, la famille politique de l'ancien président Joseph Kabila, qui exprime son opposition à la révision constitutionnelle. Le FCC déclare avoir suivi l'annonce du président Félix Tshisekedi avec indignation, mais sans surprise, connaissant l'homme et son système. Selon eux, la constitution du 18 février 2006 n'a pas été écrite par des étrangers, comme certains l'affirment, mais par des compatriotes représentant la diversité de la nation congolaise, et ce, ironie du sort, à Kisangani, plus précisément à Simisimi, dans les installations de la mission catholique Saint-Gabriel en 2004. Selon la famille politique de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, par-delà les arguments fallacieux servis au peuple, le véritable objectif de ces projets de changement de constitution est clair, à savoir l'instauration d'une présidence à vie omnipotente par les déverrouillages des dispositions constitutionnelles intangibles, singulièrement celles relatives au nombre et à la durée des mandats présidentiels et aux prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. Il lance de ces faits un appel à toutes les forces politiques et sociales pour faire front contre ce qu'il qualifie des projets funestes. Face à cette polémique, Info 27 rapporte que le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou et le ministre de la Communication Patrick Mouyaya défendent une approche sereine de la révision constitutionnelle, insistant sur le fait qu'elle doit servir à renforcer les institutions pour le bien du peuple congolais. Lors d'un briefing spécial, ils ont appelé à éviter les querelles partisanes et à se concentrer sur un dialogue constructif, soulignant l'importance d'une réflexion apaisée sur cette question nationale. Pour clore cette revue sur une note d'espoir, la prospérité nous informe des avancées dans le dialogue social au sein du secteur public. Le lundi 28 octobre 2024, le ministre Patrick Mouyaya et Jean-Pierre Liaou ont délivré un message rassurant, mettant en lumière le progrès réalisé dans les discussions avec les commissions paritaires des secteurs de l'éducation et de la santé. Ils ont assuré que des solutions durables sont envisagées pour répondre aux préoccupations soulevées, témoignant ainsi d'une volonté d'apaisement et des collaborations. Fin de cette revue de presse. À bientôt.
C'était la revue de presse avec Don Mon Mat. Et nous voilà à la fin de ce journal. Mais avant de vous quitter, voici le rappel de principaux titres. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, a réalisé une inspection sur le terrain pour l'observation de la circulation à sens unique et alterné, un plan pour résoudre le problème d'embouteillage à Kinshasa. Et la sécurité à Kinshasa, qui est l'un des défis majeurs à relever. Une rencontre a eu lieu à l'inspection provinciale de la police avec le chef de quartier, chef des rues et le chef de la police. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Au programme ce soir, l'émission Schéma Critique avec Willy Kalingai. Bonne suite de programme chez vous et surtout, portez-vous bien. Au revoir.